Dans l'actualité ce lundi, il y a seulement quelques instants que les résultats du bac 2015 ont été proclamés par la DECO. Taux de réussite 39,66%. Ce sont près de 220 557 candidats qui ont composé sur toute l'étendue du territoire national. Bientôt, un complexe agroalimentaire de 65 milliards à Beaunois sur un site de 30 hectares avec à la clé 4000 emplois directs. C'est une usine de transformation de la noix de cajou et une autre pour la fève de cacao. Et puis, crise au Burundi, le gouvernement absent, les négociations, pouvoir, opposition ajournées s'inédit. Bonjour à tous. La nouvelle vient de tomber. Les résultats du bac 2015 viennent à peine d'être proclamés par la DECO, la direction des examens et concours. Taux de réussite 39,66% contre 36,23% en 2014. Au plan national, donc 81 359 admis. Après la proclamation par la DECO, place cet après-midi à la proclamation éclatée dans les établissements. Vous le voyez bien sur ces images, près de 220 557 candidats ont composé sur toute l'étendue du territoire national. Notre reporter, Douad Lazer, est encore sur le terrain ce soir. Son compte rendu. En bref, le président Alassane Ouattara quitte Abidjan cet après-midi pour Brazzaville. Le chef de l'État va participer au 4e forum économique Forbes Afrique. Cette année, le forum qui va s'ouvrir demain, mardi, sera consacré à la révolution numérique sur le continent africain. Et à partir de mercredi, le président est attendu dans la région du Woroba. Sur place, l'heure est à la mobilisation. Le mouvement Femmes Kounandi du Bafing pour Dominique Ouattara invite toutes les populations du Woroba à réserver un accueil chaleureux au couple présidentiel. Franck Kouadio pour plus de détails. Les femmes du Bafing ne veulent pas rester en marge du développement de leur région. Réunies au sein du mouvement Fek Bado, Femmes Kounandi du Bafing pour Dominique, elles entendent œuvrer pour le développement du Bafing. Avec elles, les cadres de la région, les commerçantes et les étudiantes qui mettent des bouchées doubles afin de préparer l'événement qui débute mercredi prochain, la visite d'État du couple présidentiel dans la région. Une occasion que les femmes du mouvement ont saisie pour élaborer des stratégies de développement local, mais avant, réserver un accueil chaleureux à leur hôte. Quand nous avons appris que le président doit venir dans la région du Bafing, il y a un certain nombre de dames qui se sont regroupées pour préparer la visite et vraiment l'accueillir comme il se doit. Partout où le président passe, il y a le développement qui nous aide à développer la région de Touba et qui n'oublie pas les femmes parce qu'il y a le genre. Nous nous tenons prêts maintenant pour aller vers Touba où nous allons recevoir notre marraine, Madame la Première Dame et le président. Nous ferons tout pour que cette occasion, cette fête soit une meilleure fête et pour que vraiment ensemble nous puissions contribuer au développement de Touba, au développement du Bafing. À quelques jours de la visite d'État, tout est fin prêt pour accueillir le président Alassane Ouattara et son épouse, la première dame, Dominique Ouattara, par ailleurs marraine du Fek Bado. Le président sera donc dans le Woroba à partir de ce mercredi, visite d'État qui débutera par Touba. En image, dans l'actualité parlementaire, ce lundi, cérémonie de clôture de la première session ordinaire de l'année 2015, cérémonie marquée par un important discours de Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons. La commission électorale indépendante, en partenariat avec l'Union africaine à Grand Bassam, un atelier de formation des formateurs à l'endroit des parties prenantes au processus électoral. Le point avec Elia Sadou et Hamza Diaby. Des élections libres, crédibles, démocratiques et transparentes, voilà l'objectif de la CEI, la Commission électorale indépendante. Pour ce faire, elle a organisé en partenariat avec l'Union africaine un atelier de formation des formateurs à l'intention des parties prenantes au processus électoral en Côte d'Ivoire. Joséphine Charlotte Mayouma, représentante spéciale de l'UA en Côte d'Ivoire, s'est réjouie de l'attention que les uns et les autres ont accordée à cette formation. Vous avez pris connaissance et largement débattu
des modules dont la maîtrise vous permettra de contribuer efficacement à la consolidation de la démocratie et de l'état de droit dans votre pays, singulièrement à travers la tenue d'élections crédibles, démocratiques, libres et transparentes. La représentante de l'Union africaine a également demandé aux récipiendaires de mesurer à sa juste valeur la responsabilité qui est désormais la leur. Auguste Séverin Mirmont, vice-président de la CEI, au nom du président Youssouf Bakayoko, s'est dit heureux de la tenue de cet atelier. Nous sommes certains que la CEI peut compter sur eux pour que les élections prochaines soient des élections apaisées, parce que vous allez répéter ce que vous avez appris ici, vous allez propager les notions de paix, de solidarité, de confiance. Et je pense que le fait d'avoir tissé entre vous des liens pendant ces 10 jours auront conforté la confiance en la CEI à travers ses représentants qui étaient ici. Les prochaines formations seront à l'endroit des médias et du corps préfectoral. En économie, bientôt un complexe agroalimentaire à Beaunois, une usine de transformation de la noix de cajou et une seconde pour la fève de cacao sur un site de 30 hectares. Le complexe agroalimentaire va coûter 65 milliards de francs CFA et va employer directement près de 4000 jeunes. Emmanuel. À terme, il va générer près de 4000 emplois directs. Le complexe agroalimentaire qui sortira de terre dans moins d'1 an à Beaunois sera spécialisé dans la transformation des noix de cajou et des fèves de cacao. Il va coûter 65 milliards de francs CFA. L'homme qui est à la base de cet important chantier se nomme Kwaou Niamoutié. Il voit en cet acte une volonté d'être utile à son pays. Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, premier producteur africain de noix de cajou, et que tout ceci est vendu à l'état brut à l'étranger. C'est une honte pour nous, les jeunes Ivoiriens, qui grâce à l'effort de nos parents, que grâce à l'effort de l'État, nous avons été faire de grandes études. Nous sommes venus, on s'est lancé dans les affaires. Dieu merci, ça va. Notre contribution, c'est d'aider les hommes politiques à transformer les matières premières de nos pays. Un projet mûri et financé par un Ivoirien. Un cas d'école, avoue Jeannot Kouadouaoussou, représentant le chef de l'État. Je pense que si chaque promoteur ivoirien crée des usines avec 4000 emplois, si on en crée une cinquantaine par année, regardez rapidement, on va absorber les 6 millions de jeunes qui sortent de nos universités, de nos instituts de formation qui sont au chômage. À l'entendre, c'est une grande première. 10% du capital social du complexe agroalimentaire seront reversés aux planteurs, a déclaré Kwaou Niamoutié. L'idée, c'est de permettre aux paysans de mieux vivre. À Tabou, les coopératives agricoles de palmiers à huile améliorent leur production. Désormais, elles seront guidées dans leurs actions par un plan de développement stratégique et un plan d'action opérationnel. Thérèse Tapeyoboué. De Grand Laou à Tabou, en passant par Fresco, Sassandra et San Pedro, les populations vivant tout le long du littoral sont souvent menacées par l'avancée de la mer. On constate également que l'environnement n'est pas sain. L'océan est constamment pollué. Les ordures jonchent les plages jusqu'aux rues des villages. La déforestation est également pratiquée dans ces localités. Et puis les populations ont constaté que le climat a changé. C'est donc pour les sensibiliser sur les dangers de leurs pratiques que la Direction régionale de l'environnement a organisé une journée de sensibilisation à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement des océans décalée. Pour le directeur régional, le colonel Tiessé Tokba, il est temps que les populations adoptent un autre comportement, un comportement éco-citoyen. Ne plus défricher les forêts, ne plus jeter les ordures n'importe comment, arrêter les feux de brousse, ne pas déféquer dans la mer. Il leur a demandé également de reboiser, d'entretenir leur environnement. D'ailleurs, les outils d'entretien composés de brouettes, de machettes, de pelles et de dabas leur ont été offerts des mains du sous-préfet, Koué Kapiene. Les populations ont exprimé leur reconnaissance au directeur régional pour l'initiative, tout en promettant de vivre désormais dans un environnement sain.
Dans le département de Guéyo, une société coopérative agricole vole au secours des populations. Elle a construit une pompe hydraulique villageoise. La coopérative a également offert des tables bancs aux écoles de 2 villages. Honorine Aingori. La société coopérative de Guéyo a commercialisé plus de 1400 tonnes de fèves de cacao pour un bénéfice de plus de 91 millions de francs CFA. Pour les dirigeants de la coopérative, ce résultat est le fruit de la bonne organisation mise en place et surtout la qualité du cacao commercialisé. Cette vente de cacao a permis la construction d'une pompe hydraulique villageoise. Quant aux écoles de Tabayo et Alikro, elles ont reçu des tables bancs. Pour la campagne prochaine, la société entend atteindre les 2000 tonnes de cacao certifiés. Les responsables de cette entreprise ont exhorté les producteurs membres à s'approprier les bonnes pratiques agricoles et à livrer toute leur production à la coopérative. Parlant des difficultés rencontrées, les dirigeants de la coopérative ont déploré l'état dégradé des pistes et l'insécurité grandissante sur les pistes villageoises lors de la campagne cacaoyère. Le délégué régional du Conseil du café cacao et les autorités de Guéyo ont salué les performances de la coopérative. Elles ont exhorté les producteurs à s'engager dans la régénération du verger. Autre sujet, la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie a organisé un forum communal, forum au cours duquel il a été question du choix de projets prioritaires à inscrire au programme triennal de la commune de Boaké. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au renforcement de la gouvernance locale en Côte d'Ivoire. Reportage Ouattara Djeneba, commentaire Ouattara Amadou. Améliorer la bonne gouvernance locale à travers la promotion du budget participatif et l'émergence d'une culture de participation citoyenne, tel est l'objectif que vise la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie dans le cadre de son projet d'appui au renforcement de la gouvernance locale en Côte d'Ivoire. Pour la mise en œuvre de ce projet, cette organisation a initié un forum communal à Boaké. Une activité qui a lieu suite au forum communautaire et forum des délégués. L'objectif de notre projet, c'était d'inscrire les projets qui seront identifiés par les délégués dans le budget triennal 2016. 10 projets ont été retenus par les délégués des quartiers et villages de la commune, des projets dont les populations bénéficiaires contribueront à hauteur de 20 millions sur un budget de plus de 100 millions de francs CFA. Il s'agit entre autres de la construction de pompes villageoises à Outou-Klessou, de la construction d'une maternité et la réhabilitation du centre de santé de Langbassou. Le maire de la commune de Boaké se réjouit de la mise en œuvre de ce budget participatif. La plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie a vu le jour en 2006 à Boaké. L'opération Agir pour les jeunes démarre ce lundi. Agir pour les jeunes consiste à accorder des prêts aux jeunes pour le financement de leurs activités. 2100 jeunes dont l'âge est compris entre 15 et 35 ans sont concernés, nous dit Hamza Diaby. Agir pour les jeunes, cette opération qui consiste à accorder aux jeunes des prêts pour le financement d'activités génératrices de revenus, entre dans sa phase active dès ce lundi 20 juillet. Sidi Touré, le ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune, initiateur de l'opération, l'a annoncé ce week-end. L'opération Agir pour les jeunes entend mettre en activité 2100 jeunes dans 10 régions de Côte d'Ivoire. En plus de ces régions, d'autres régions du pays seront touchées par l'opération qui s'inspire des mécanismes éprouvés et expérimentés avec succès en Côte d'Ivoire par le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. À la faveur de la prochaine visite d'État du président Alassane Ouattara, le district de Woroba est la première étape de l'opération Agir pour les jeunes. Pour les étapes du Béré, du Worodougou, du Bafing, le processus a permis de sélectionner plusieurs groupements de jeunes dans ces régions. Environ 545 projets individuels ou en groupement
portés par des jeunes promoteurs seront réalisés. Selon le ministre, les prêts accordés aux jeunes seront de l'ordre de 100 à 700 000 francs CFA à travers un processus intégré qui comprend notamment l'information des populations locales, l'enregistrement des candidats, la sélection des bénéficiaires, la formation des jeunes, la mise en place du crédit, l'encadrement pour la mise en activité et le remboursement. L'opération Agir pour les jeunes concerne les jeunes de 15 à 35 ans avec un élargissement aux personnes de 40 ans. Elle est l'aboutissement de la signature de convention entre l'agence Emploi Jeunes et 2 institutions bancaires de la place. À Boaké, cet atelier de formation et de sensibilisation sur le mécanisme d'alerte aux obstacles au commerce et d'analyse de marché, ce renforcement de capacités vise la consolidation de la compétitivité de l'économie ivoirienne. Reportage Kwadio Kwame. Le programme d'appui au commerce et à l'intégration régionale est mis en œuvre par l'État de Côte d'Ivoire avec l'appui des bailleurs de fonds. Le PASSIR contribue au renforcement de la compétitivité de l'économie ivoirienne et facilite son insertion dans l'économie régionale et mondiale. L'ITC s'est vu confier la réalisation du volet appui institutionnel et organisationnel à l'amélioration du cadre des affaires et le renforcement de la compétitivité des entreprises exportatrices. Il est donc mis en place le mécanisme d'alerte aux obstacles au commerce. Lorsque une entreprise, dans ses opérations d'exportation ou d'importation, rencontre quelques difficultés que ce soit, cette entreprise va sur cette forme qui est électronique pour indiquer quel est l'obstacle auquel elle fait face. Et nous interpellons au sein du comité la structure qui est concernée et la structure concernée lève cet obstacle-là. Cet atelier qui porte sur l'appui institutionnel et opérationnel pour l'amélioration du cadre des affaires et le renforcement de la compétitivité des exportations de Côte d'Ivoire verra le renforcement des capacités des participants sur l'analyse et la recherche de marché. Buyo est un département dans la région de la Nawa, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Pour le développement de cette localité, les femmes entendent désormais compter sur elles-mêmes. Regroupées au sein de 87 associations et coopératives de lutte contre la pauvreté, elles ont fusionné leurs forces pour créer l'Union des associations et coopératives des femmes de Buyo. Présentation avec Thérèse Tapéoboué. Agricultrices, commerçantes, couturières, coiffeuses, des femmes de tous les domaines d'activité à la place CIE de Buyo. Une mobilisation pour la mise sur pied de l'Union départementale des associations et coopératives des femmes de Buyo, UDACOFEB. C'est une fédération de 87 groupements féminins spécialisés dans la création d'activités génératrices de revenus à travers villages et campements du département. L'initiative a été impulsée par la première dame, Dominique Ouattara, qui a fait plusieurs dons aux femmes de Buyo lors de la récente visite du couple présidentiel dans la région de la Nawa. Pour Adèle Fallé, la présidente de l'UDACOFEB, il s'agit aujourd'hui de faire de la femme de Buyo une actrice véritable du développement, à l'image de la présidente du conseil régional du Moronou, marraine de la cérémonie, Véronique Aka. Je suis contente de voir mes belles sœurs se prendre en charge, prendre leur destin en main. Elles peuvent compter sur moi. Je remets pour ouvrir le compte à la présidente un chèque d'1 million d'abord. Et puis quand je serai de retour ici, je verrai comment on peut alimenter. La marraine a promis appui technique et financier à ses filleuls, lesquels ont également reçu des promesses d'aide des cadres et élus de la région. De 2013 à 2014, le Conseil régional du Gontougo a mené des actions de développement en faveur des populations. Ces réalisations viennent d'être présentées à ces populations. Coût global des investissements, plus d'1 milliard de francs CFA. Thérèse Tapéoboué. Les réalisations du Conseil régional du Gontougo en faveur des populations concernent le reprofilage des routes, la construction d'écoles primaires et secondaires, de centres de santé ainsi que leur équipement en table-banc et matériel biomédical. Le tout d'une valeur d'environ 1 milliard de francs CFA. Les populations ont salué le geste du Conseil régional.
à leur endroit. Ça vient vraiment nous délivrer par rapport au recrutement bilan et des effectifs pléthoriques. Ça nous décharge. Alors je remercie le Conseil et de continuer sur cette voie. Des défis majeurs restent cependant à relever en matière d'infrastructures routières. C'est pourquoi le Conseil régional du Gontougo sollicite l'appui du gouvernement. Nous avons donc commencé cette année-là, au mois de février, nous avons essayé de gratter certaines routes. Et quand on commence à gratter, comme il y a longtemps qu'on ne les a pas, les machines ne sont pas passées dessus, on trouve de grands trous. Et les grands trous là, on est obligé de prendre donc des camions, d'aller charger des gravats quelque part pour venir damer. Sinon, on ne passe pas. Vraiment, il faut qu'on vienne à notre rescousse. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. Il faut signaler que lors de sa session 2015, le Conseil régional du Gontougo a adopté son programme triennal 2016-2018. Il se lève à plus de 5 milliards de francs CFA. Le président Ignace Kosonou a exhorté les conseillers à redoubler d'efforts dans l'union et la solidarité pour la réussite de leur mission. Quant au secrétaire général 2 de la préfecture de Bondoukou, il a réaffirmé la volonté du corps préfectoral à soutenir le Conseil pour le développement de la région du Gontougo. So-Gesankro, un village de la commune de Bokanda, confie ses actions de développement à un nouveau chef. Son nom, Nana So-Ngesansis. Commentaire, Chantal et Ouma Akanda. So-Ngesankro, village situé dans le département de Bokanda, ne veut pas rester en marge du développement prôné par le chef de l'État. Pour ce faire, les populations viennent de choisir Nanan So-Ngesansis comme leur nouveau chef. À 82 ans, il succède ainsi à Nanan Nzi Boussou, décédé en 2007. L'intronisation de Nanan So-Ngesansis a été entérinée par son arrêté de nomination remis par le secrétaire général de la préfecture de Bokanda, Adou Tano. Le nouveau chef aura la charge de préserver le climat d'entente et de paix et encourager toute action de développement au profit du village. Village de près de 1000 âmes, So-Ngesankro est en manque d'infrastructures sociales, notamment l'électrification du village qui bénéficie de la traversée des lignes électriques. Autre moment fort de cette cérémonie, c'est l'inauguration de la toute première maison de prière du village. Preuve que tradition et religion font bon ménage, un brassage, gage de paix et d'union des peuples en Côte d'Ivoire. En religion, 29 nouveaux pasteurs consacrés à l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Leur mission, prêcher la parole de Dieu, publier l'Évangile sur tout le territoire national. Patrick Assamoah et Serge Koulia. 29 nouveaux pasteurs consacrés par l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. À l'occasion de la clôture de la conférence extraordinaire qui a duré 3 jours, ces hommes de Dieu ont été présentés au temple du Jubilé de Cocody. Leur mission, prêcher la parole et publier l'Évangile. Mon défi personnel, c'est de parcourir tout le monde, toutes les nations pour prêcher l'Évangile et de dire que le Seigneur Jésus-Christ est le seul qui peut nous donner réellement la victoire. Environ 5000 fidèles sont venus marquer ce moment important dans la vie de ces nouveaux pasteurs. Nous devons les entourer, nous les fidèles. Nous les fidèles, notre devoir c'est de les entourer avec tous nos moyens nécessaires pour pouvoir les permettre de faire le travail que Dieu les a confiés. Le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle des méthodistes unis de Côte d'Ivoire et toute l'orthodoxie de cette église ont accompagné les 29 pasteurs par des prières et des bénédictions. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour merveilleux qu'il nous a accordé. Que Dieu bénisse donc ces nouveaux ouvriers, que Dieu bénisse son église, toutes les églises, les confessions religieuses, que Dieu bénisse notre pays qui a tant besoin de paix. Cette conférence internationale a permis de faire le bilan moral et pastoral de l'année. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire se réjouit des acquis et entend gagner d'autres âmes en continuant son implantation en Côte d'Ivoire.
Hors de nos frontières, et c'est en image, nous sommes à 24 heures d'une présidentielle controversée au Burundi, présidentielle prévue mardi, mais les pourparlers entre le pouvoir et l'opposition destinés à sortir le Burundi de la crise qu'il traverse depuis fin avril ont été ajournés s'inédit dimanche par la médiation ougandaise en raison de l'absence du gouvernement. Dans l'actualité africaine également, pour la première fois, l'Afrique juge un ancien président. Ce 20 juillet, 25 ans après la chute de l'ex-président tchadien, son procès s'ouvrira à Dakar, au Sénégal. C'est une première. Un pays du continent s'apprête donc à juger un ancien président pour crime contre l'humanité. Le Sénégal a 3 mois pour mener ce procès, à l'issue duquel Hissène Habré risque la perpétuité. Illustration avec Sylvie Touré. C'est ici que devra se présenter Hissène Habré ce lundi. L'ex-président tchadien doit répondre devant les chambres africaines extraordinaires basées à Dakar pour des exactions commises sous son règne entre 1982 et 1990. Une période dont se souviennent Souleymane et Abdourahmane, présumés victimes de torture. On m'a amené dans une cellule au camp Martyr. Cette cellule, c'est de l'enfer. J'ai beaucoup souffert dans cette cellule. Plus les autres prisonniers qui étaient dans la cellule. Parce qu'une cellule qui fait 40 personnes, sans lumière, pas de bon manger, les conditions de vie. Et j'ai souffert dans cette cellule. Et j'ai vu des gens souffrir dans ces cellules. Je sortais de l'hôpital avec 5 bulletins d'examen que je devais répartir le lendemain. Et ils les ont tous ramassés de mes mains et on ne m'a même pas amené à l'hôpital pour faire ces examens et j'étais mourant. Ils m'ont laissé à mort. J'étais dans la cellule avec aucun soin, même pas de nourriture et tout cela. Ils savaient que d'un moment à l'autre je vais mourir. Crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture. Des accusations qui devraient le conduire tout droit à la haie devant la Cour pénale internationale. Mais Hissène Habré, lui, sera jugé par un tribunal spécial créé par l'Union africaine. Principal enquêteur dans cette affaire, Reed Brody, conseiller juridique à Human Rights Watch, est confiant. Personne ne pensait qu'on arriverait au jugement d'Hissène Habré. Quand nous avons commencé, il y a une victime qui nous a dit « Mais depuis quand la justice est-elle venue jusqu'au Tchad ?» Je pense que la justice vient aujourd'hui au Tchad, au Sénégal et en Afrique. Un procès historique donc, mais qui risque de se tenir sans l'unique accusé. Hissène Habré remet en cause la légalité et la légitimité de la juridiction devant le jugé. Il a décidé de renoncer à participer à ce procès, a annoncé l'un de ses avocats. 100 témoins seront entendus. Prévu du 20 juillet au 22 octobre, les audiences seront filmées et diffusées en différé sur des chaînes de télévision. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1982, Hissène Habré a régné d'une main de fer sur le Tchad. 40 000 exécutions sommaires et disparitions forcées et près de 200 000 victimes de torture sont enregistrées durant ces 8 années de pouvoir. Il est renversé en 1990 par son chef d'état-major, l'actuel président Idriss Déby Itno. Hissène Habré, 73 ans, risque 30 ans de prison ferme et des travaux forcés à perpétuité. Toujours à l'étranger, le gouvernement grec a ordonné la réouverture des banques ce lundi après 3 semaines de fermeture, tout en maintenant un contrôle des capitaux. Une augmentation de la TVA entre par ailleurs en vigueur sur une série de biens et services. Et puis pour terminer, près de 10 soldats de l'armée algérienne ont perdu la vie dans une embuscade tendue par un groupe terroriste le vendredi 17 juillet 2015, jour saint de l'Aïd el-Fitr dans le sud-ouest d'Alger. Partageant justement la peine de la nation algérienne, le président Alassane Ouattara adresse un télégramme à son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire, pour présenter au nom de la nation ivoirienne ses condoléances au peuple algérien et les vœux de prompt rétablissement aux blessés. Ce télégramme du président Alassane Ouattara met donc fin à ce 13h supervisé par Chantal et Ouma Akandan. Merci de votre fidélité.